en descendant du train. Pendant la guerre, sous l'occupation, les jeunes futurs cinéastes de la nouvelle vague découvraient le cinéma. Refuge au milieu d'un monde en guerre, ils s'y précipitaient, parfois dans le dos de leurs parents ou en faisant l'école buissonnière, et visionnaient les films autorisés à cette époque, c'est-à-dire quasi exclusivement des films français et certainement pas des films américains. Après la Libération, le cinéma américain arrive en France et, parallèlement, débute une longue série de films français non pas de résistance, mais sur la résistance. Ceux-ci obéissent, comme le dit Jean Douché dans son livre Nouvelle Vague, à une politique de réconciliation nationale prônée à l'époque par l'ensemble des partis dominants et sont destinés à absoudre la société française de son attitude pétainiste pendant la guerre. Cette hypocrisie soudaine des cinéastes admirés pendant la guerre, comme Marcel Carné, René Clément ou Henri-Georges Clouzot, déçoit gravement la future nouvelle vague et est à la base de la violence qu'elle manifestera par la suite à l'égard du cinéma de la tradition de la qualité française. Tout porte alors ces jeunes à se tourner vers le cinéma américain, à l'aimer, à l'adorer, et enfin, quand le temps est venu pour eux de prendre la parole, à le défendre. Profitant de la création, par André Bazin, des cahiers du cinéma, les jeunes prennent la plume et n'hésitent pas à s'intéresser à des cinéastes alors peu estimés comme Alfred Hitchcock. Il s'agit de prouver que l'intrigue compte peu, que c'est dans le style, dans l'écriture que se trouve le véritable sujet traité par l'auteur. C'est-à-dire qu'il s'agit, toujours selon Jean Douché, de prouver que la question de la forme est primordiale. C'est la naissance d'un grand principe théorique qui va révolutionner la critique de film, la politique des auteurs, que résume en ces termes Claude Chabrol. L'idée, c'était que le metteur en scène, s'il avait suffisamment de volonté, de personnalité et un monde à lui, était l'auteur d'un film. Il amenait le film à lui. Le cinéma, ce n'était pas le scénario, mais le film. Mais ces jeunes ne s'arrêtent évidemment pas là et, nourris par un amour sans borne pour le cinéma et par une connaissance accrue de cet art, décident de ne plus se contenter de bouleverser la critique, la façon de voir les films, mais de bouleverser le cinéma même en réalisant leurs propres films. Au début était la rue, au début était la vie, à l'origine était lumière. Bientôt survint Méliès et le studio naquit. Au début, le studio est outil de travail, il devient vite instrument de gestion. Et avec lui vinrent les décorateurs, les éclairagistes, les accessoiristes, les trucages. Est-ce que tu m'accompagnes à Rome? On recrée la réalité dans une chambre noire, mais le studio coûte cher. Alors le cinéma explore la rue, s'aventure dans la réalité. Pourquoi faire trop pour du faux quand on peut faire moins pour du vrai? Voici donc les Champs-Élysées, voici donc la place Clichy et les rues de Paris dont on ne peut se passer. New York Herald Tribune! Je t'en prends un. C'est gentil. J'ai pas dit que je détestais, j'ai dit que j'avais beaucoup d'ennemis. Faites ici. Oui, je suis en danger. Tu veux pas venir à Rome avec moi, Patricia? Et faire quoi là-bas? Les films Nouvelle Vague vont avoir un aspect documentaire. Mais la Nouvelle Vague n'a pas du tout l'idée de faire du documentaire. Hein. L'idée, c'est de faire des fictions non littéraires, enfin certaines le sont très littéraires, mais c'est une autre chose, mais de faire des fictions non littéraires sur des petits sujets d'actualité. Et du coup, ça devient extrêmement documentaire. Pour moi, le temps de l'action a passé. J'ai vieilli. Celui de la réflexion commence. C'est la jeunesse qui respire et qui fait respirer la vieille boîte de lumière trop longtemps enfermée. On aime d'un coup cette jeunesse insolente, la ville et la campagne, les vrais trajets en voiture, sans transparent et sans décor, et l'on va voir du réel sur l'écran. La rue retrouve sa place. Elle n'est plus passage, elle n'est plus entre, elle est lieu. De flânerie, d'errance, de drague de vie. La caméra suit des déambulations, sans idée de finalité. Elles deviennent centre d'intérêt.
monsieur, pardon. Vous n'avez rien contre la jeunesse. Si, moi j'aime bien les vieux. On fait mourir les vieux héros, les sujets sont jeunes, on filme la vérité de la vie courante, l'évolution de la société. Et peu importe ceux qui reprochent la nouvelle vague d'être néo-bourgeoise, puisqu'elle ne cautionne pas, elle constate. Après de longues années de souffrance, on aspire à une jouissance matérielle de la vie, on veut en profiter ici et maintenant. Ce qui a frappé quand on a vu les films de la Nouvelle Vague, c'était que ça donnait une impression de fraîcheur et surtout de jeunesse. Alors, la Nouvelle Vague va changer quelque chose de fondamental, c'est qu'elle va montrer, elle va transformer le spectateur en quelqu'un qui voit mais qui n'est pas voyeur, qui découvre mais qui n'est pas voyeur. Et c'est très important quand on montre les corps, par exemple. Alors, avant, vous aviez Martine Carol et Michel Morgan, par exemple. C'était les figures de proue du cinéma français des années 50. Et puis, Vadim en 56, et puis Godard va montrer Bardot. Mais après réflexion, elle y avait renoncé. Paul m'avait fait tant souffrir. C'était à mon tour de le tourmenter en faisant allusion à ce que j'avais vu, sans toutefois en parler directement. Godard va montrer, j'ai oublié son nom, Anna Karina, Jan Seberg, Belmondo. Je m'intéresse toujours aux filles qui sont pas faites pour moi. On va découvrir Brialy. On va découvrir plein d'acteurs et d'actrices comme ça qui sont très jeunes et qui correspondent à l'âge des personnages, qui ne sont pas des personnages plus âgés qui jouent qui jouent quelqu'un de jeune. Et on montre leur corps, hein, mais naturellement, c'est-à-dire comme on les filme avec de la lumière naturelle, on les montre naturellement. Et d'un seul coup, Martine Carol et Michel Morgan deviennent des grands-mères. Où est-ce que vous voulez que je me mette? N'importe où. Oh, n'importe où, ça m'est égal, ça n'a pas d'importance. Vous faites ce que vous voulez, moi je vous photographie. On laisse Prévert de côté et ses dialogues taillés sur pièce. On laisse la place au réel. C'est l'improvisation. Je trouve que c'est comme si la police m'interroge. Elle était moins belle qu'hier après-midi. Oui, un peu. La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Et les scénaristes et les dialoguistes verrouillent le film. Alors, ça donne des choses très très belles, mais ils ont tendance à exploiter des ficelles, à faire des mots d'auteur, et à faire leur film pour placer des mots d'auteur. Truffaut réécrit ses dialogues au fur et à mesure. Godard, Piala, plus tard, eux fonctionnent autrement. Ils mettent sur pied un dispositif et ils propulsent l'acteur dedans. Et l'acteur, à qui on a donné 2-3 consignes, n'a pas de texte et doit réagir en fonction de ce qui se passe. Alors on a des réactions extrêmement naturelles. Mais évidemment, des fois ça donne des choses assez surprenantes. Moi je trouve qu'on les femmes modernes qui essayent des limites. Non, ça va pas. Ah là là. Il recommence, zut et merde. Ils sont complètement fous. Dans les 30 ou 40 films qui vont parler de la guerre d'Algérie, beaucoup sont ceux de la Nouvelle Vague. Ils ne filment pas la guerre d'Algérie, parce qu'on ne peut pas, d'abord. Hein, mais ils filment, comme ils filment des jeunes, ils filment le traumatisme majeur des jeunes, c'est-à-dire ce qui se passe avant d'aller à la guerre d'Algérie ou dans quel état on revient d'après la guerre d'Algérie. Mais ils vont y venir par le cinéma. C'est ça qui est intéressant. Ce n'était pas du tout une démarche politique, c'était une démarche esthétique qui les a amenés
à avoir une prise de position qui n'était pas du tout une prise de position intellectuelle classique dans la France du début des années 60. Grâce à cette lettre, chaque soldat a le droit de faire n'importe quoi, car il le fait au nom du roi. Alors, signez-la. On pourra brûler des femmes? Oui. On aura aussi le droit de voler des pantalons chics? Si on veut, on pourra massacrer des innocents? Oui. Dénoncer des gens aussi? Oui. Autour de cet événement, les cinéastes de la nouvelle vague vont traverser l'échiquier politique en quelque sorte, et vont passer de ce côté plutôt à droite pour arriver à signer le manifeste des 121 qui appelle à la désertion, à ne pas partir. Hein. Et donc vont se retrouver, ils vont faire une prise de conscience indirectement par leur cinéma, puisqu'ils filment la jeunesse, puisqu'ils filment ses préoccupations. Ils sont donc... C'est vrai qu'au départ, ils n'étaient pas politisés. C'est joli la campagne. Ta vie. J'aime beaucoup la France. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Regarde, c'est beau la Concorde. Oui, c'est mystérieux, toutes les lumières. La technique évolue, le cinéma la suit. On allège l'équipement et l'on retrouve le mouvement. On va changer. Un film de tradition de qualité française coûtait à peu près 400 millions de francs à l'époque, et un film Nouvelle Vague à peu près 40 millions. Donc il faut trouver des moyens de tourner moins cher. Le premier moyen, c'est de quitter le studio. Mais pour quitter le studio, ça veut dire qu'on abandonne les éclairages lourds. Il faut donc trouver des moyens de tournage, d'éclairage appropriés. Alors, la première grande idée, c'est d'utiliser une pellicule beaucoup plus rapide, qu'ils vont appeler la triple X, qui est en fait une Ilford noire, qui était utilisée pour faire de la photo, qui est beaucoup plus contrastée, et de la pousser encore au tirage. Donc qui permet de s'affranchir de l'éclairage et de tourner en décor dit naturel, beaucoup plus facile. Des gens comme Godard, par exemple, vont se passionner pour la technique et donner aux ingénieurs de chez Coutan Éclair des informations, des contraintes, des précisions qui vont permettre à ce moment-là la fabrication d'une caméra légère, rapide, légère, qu'on peut porter à l'épaule, sans que ça soit un exploit athlétique, et qui permet de tourner comme ça. Et on peut dire que cette caméra, portable à l'épaule, et qui permet de suivre sans à-coups des mouvements relativement rapides, est l'ancêtre, dans l'idée, pas dans la technologie, mais dans l'idée de la Betacam et de la Betacam numérique actuelle. Simultanément, on reprend un autre vieux système qui est le quartz. Et cette caméra a un quartz intégré qui permet d'envoyer un signal sonore à un magnétophone et synchroniser donc le magnétophone avec la caméra. Et aboutit une deuxième, alors là, une véritable révolution. Est inventé un magnétophone léger qui fait quelques dizaines de centimètres, quelques kilos, c'est le Nagra. Et le Nagra qui est synchronisable par ce quartz. Et donc on se retrouve avec deux personnes, une qui porte la caméra, l'autre qui porte le magnétophone, et ces deux personnes peuvent faire une équipe de tournage entière. Si en jouant avec le diaphragme, si on est dans l'esprit, on veut bien jouer avec ne plus faire des raccords lumière, mais montrer au contraire qu'on morcelle par le raccord, eh ben on peut faire un film Nouvelle Vague.
En quel honneur? Je sais pas. Il a peur que tu sortes avec Alfred. C'est pas fini, toi et Alfred? Je regrette un peu. Alfred! Salut, ça va? Alfred, non. Mais j'aimais ses épaules. Émile, ce que j'aime bien, c'est les genoux. À quoi ça sert, les genoux? Ça sert! Monsieur Luciano! Qu'est-ce qu'il fait? Oh, lui, il regarde les filles qui sortent de la piscine.